au créneau. Elle dénonce une criminalisation illégale de l'activité médiatique au Sénégal. Un vaste plan d'action est lancé entre recours juridiques et mobilisation nationale. Médias sous pression, Amnesty appelle à la retenue. L'organisation internationale interpelle l'État sur la régulation du secteur. Seydi Gassama invite les autorités à privilégier la concertation et la prudence. Il s'exprimait en marge de la publication du rapport 2024 sur les droits humains. Mia Guissé, visée par la justice pour obscénité présumée, une plainte collective relance l'affaire opposant la chanteuse Amam Martar Gueye. Les accusations portent sur des délits graves comme la pornographie verbale. Mia Guissé a été convoquée à la division spéciale de la cybercriminalité. Enfin, opération pré-hivernage, l'État lance la course contre les eaux. Le ministre de l'Hydraulique a donné le coup d'envoi ce mardi à Cambérène. Objectif, anticiper les inondations avec le curage des ouvrages, mais les populations s'inquiètent du manque de moyens et des travaux à l'arrêt. Voici, c'était tout. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. La tension monte d'un cran dans le secteur médiatique. Après le CEDEPS, c'est au tour de la CAP de tirer la sonnette d'alarme. L'organisation dénonce ce qu'elle qualifie de criminalisation illégale de l'activité de presse au Sénégal dans un contexte de processus, dans un contexte de pression croissante exercée par les autorités face à la presse. Ce mardi, la CAP a annoncé un plan d'action d'envergure incluant des recours juridiques, une mobilisation nationale et une série de rencontres tout au long du mois de mai. Avec sa décision de fermer 381 médias jugés non conformes au code de la presse, le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a franchi le Rubicon, selon la coordination des associations de presse. Elle s'offusque et tire la sonnette d'alarme. Ce sont des allégations qui n'ont aucun fondement juridique et qui violent la loi de manière totale. La presse sénégalaise aujourd'hui ressemble à un George Floyd, étouffé par les institutions censées la protéger. L'État, censé garantir sa liberté et sa sécurité, la matraque, l'empêche de respirer et l'étouffe lentement par des mesures injustifiées. Et parmi ces mesures, la circulaire du Premier ministre en mai 2024, qui a conduit à la rupture unilatérale des contrats avec des entreprises publiques et parapubliques. Cette démarche de la tutelle, facilitée par l'absence de séparation des pouvoirs, la CAP annonce qu'elle ne restera pas les bras croisés et dévoile un plan d'action. Un formulaire est lancé à partir d'aujourd'hui pour répertorier toutes les entreprises de presse déclarées non conformes, les accompagner avec des avocats et tous les responsables des médias sont appelés à déposer individuellement le même jour un recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. La CAP a ainsi décidé d'initier une série de rencontres durant tout le mois de mai, et ce en synergie avec les organisations syndicales, les organisations de défense des droits de l'homme, les membres de la société civile, une série qui sera bouclée par un sit-in devant les locaux du ministère de la Communication. 2 ans sans l'aide à la presse, aucune notification sur les motifs de rejet, de l'opacité dans le traitement de quelques dossiers d'entreprises de presse, les conclusions des assises des médias rongées dans les tiroirs, impossible de créer de nouveaux médias. La CAP invite la tutelle à un dialogue pour remettre la corporation sur les bons rails. C'est un arrêté, même s'il est illégal, il faut le respecter en attendant de l'attaquer à la Cour suprême. Il faut cesser toute activité. C'est l'invitation de la coordination des associations de presse à tous les médias jugés non conformes. C'est un arrêté, même s'il est illégal, il a force de loi. Donc il faut respecter l'arrêté qui est sorti par le ministre de la Communication. En attendant qu'on l'attaque, il faut respecter l'arrêté, c'est-à-dire il faut cesser. Et il faut se dire aussi que c'est une trentaine de médias à ce jour qui ont reçu une assignation de cessation immédiate d'activité. Mais d'autres, ils vont recevoir, parce que ce n'est pas de l'eau, et pas de l'eau de 20 par jour. Parce que quand même c'est 381 médias, c'est beaucoup. Il ne peut pas recevoir tout le monde le même jour.
Amnesty International hausse le ton contre les méthodes du gouvernement en matière de régulation des médias en marge de la publication de son rapport annuel 2024. Le directeur exécutif de la section sénégalaise, Seydi Gassama, a invité les autorités à ne pas agir dans la précipitation et à privilégier une réforme réfléchie du secteur médiatique. Aucun État ne devrait fermer un média. Telle est la conviction de Seydi Gassama. Le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal n'est pas contre l'intention de réguler le secteur des médias, mais il estime que cela ne peut se faire en un claquement de doigts. Nous pensons que lorsqu'on arrive au pouvoir et qu'on trouve un secteur aussi désorganisé, il faut prendre le temps de l'organiser. Il ne s'agit pas de se précipiter ou de faire une régularisation au forceps. On ne peut pas en un an dire qu'on va régler la situation de la presse. On va obliger tout le monde à se conformer en un an. Clairement, ce ne sont pas des délais raisonnables. Il faut accompagner les médias, il faut les encourager à se régulariser. Pour encourager cet élan de régularisation des entreprises de presse, il y a d'autres subterfuges beaucoup plus efficaces. L'État peut décider que l'aide de la presse que j'alloue au secteur n'ira désormais qu'aux médias qui sont en conformité. Que les marchés publics, pour en bénéficier, la publicité de l'État, il faut maintenant être en conformité. Mais ce sont des moyens pour encourager les médias à aller vers la régularisation. Cela dispense l'État de ces fermetures qui sont impopulaires et qui sont mauvaises pour l'image de l'État au niveau international. Toutefois, Seydi Gassama, qui a participé à l'élaboration du nouveau code de la presse, invite au respect des obligations du dit code. Le code de la presse est une loi de la République et son adoption a fait l'objet de larges consultations. Nous, notre cheval de bataille pendant ces consultations, c'était de dépénaliser les délits de presse. On a finalement eu ce code que tout le monde a accepté et qui pose des obligations aux patrons de presse. Et ces obligations, nous devons tous faire un effort pour les respecter. Le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal n'a pas manqué de rappeler l'important rôle que les médias ont joué dans les progrès démocratiques que le Sénégal a connus. Seydi Gassama, avec qui nous restons, plaide pour une plus grande prudence dans le traitement judiciaire des cas impliquant des libertés provisoires. Pour lui, le paiement d'une caution ne doit pas être assimilé à un aveu de culpabilité. Il appelle aussi à désengorger les prisons en faisant un usage raisonné de ces mesures. Parce que lorsqu'une personne présente des garanties de représentation, on ne voit pas pourquoi on va la garder en prison. Et qu'il n'y a aucun risque, n'est-ce pas, de trouble à l'ordre public si elle est remise en liberté. Il n'y a aucune raison pour qu'on puisse la garder en prison. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'au jour, n'est-ce pas, où elle aurait été condamnée par un tribunal. Donc lorsqu'on est présumé innocent, on doit pouvoir obtenir ces aménagements pour rester libre et comparaître libre le jour de son procès. Le cautionnement qui permet à une personne à l'État de récupérer déjà à l'avance, n'est-ce pas, les sommes qu'on reproche à la personne d'avoir évidemment prises à l'État, de notre point de vue, il ne devait pas être perçu comme quelque chose de mauvais. Si des personnes à qui on reproche des milliards sont prêts à cautionner des milliards pour retrouver la liberté, il faut éviter que cela soit perçu dans la société un privilège. Un privilège, parce qu'encore une fois, c'est des personnes qui se présument innocentes. Ce n'est pas parce qu'on a cautionné qu'on est coupable. Amnesty International section Sénégal a rendu public son rapport annuel 2024 sur l'état des droits humains. Si des avancées sont notées, l'organisation se dit préoccupée par les arrestations pour diffusion de fausses nouvelles ou pour diffamation. Seydi Gassama plaide pour un allègement des peines liées à ces infractions qu'il juge disproportionnées. Aucun État ne devrait fermer un média. Telle est la conviction de Seydi Gassama. Le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal n'est pas contre l'intention de réguler le secteur des médias, mais il estime que cela ne peut se faire en un claquement de doigts. Nous pensons que lorsqu'on arrive au pouvoir et qu'on trouve un secteur aussi désorganisé, il faut prendre le temps de l'organiser. Il ne s'agit pas de se précipiter ou de faire une régularisation au forceps. On ne peut pas en un an dire qu'on va régler la situation de la presse. On va obliger tout le monde à se conformer en un an. Clairement,
ce ne sont pas des délais raisonnables. Il faut accompagner les médias, il faut les encourager à se régulariser. Pour encourager cet élan de régularisation des entreprises de presse, il y a d'autres subterfuges beaucoup plus efficaces. L'État peut décider que l'aide de la presse que j'alloue au secteur n'ira désormais qu'aux médias qui sont en conformité. Que les marchés publics, pour en bénéficier, la publicité de l'État, il faut maintenant être en conformité. Mais ce sont des moyens pour encourager les médias à aller vers la régularisation. Cela dispense l'État de ces fermetures qui sont impopulaires et qui sont mauvaises pour l'image de l'État au niveau international. Toutefois, Seydi Gassama, qui a participé à l'élaboration du nouveau code de la presse, invite au respect des obligations du dit code. Le code de la presse est une loi de la République et son adoption a fait l'objet de larges consultations. Nous, notre cheval de bataille pendant ces consultations, c'était de dépénaliser les délits de presse. On a finalement eu ce code que tout le monde a accepté et qui pose des obligations aux patrons de presse. Et ces obligations, nous devons tous faire un effort pour les respecter. Le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal n'a pas manqué de rappeler l'important rôle que les médias ont joué dans les progrès démocratiques que le Sénégal a connus. L'affaire opposant Mame Matar Gueye à Mia Guissé a finalement été portée devant la justice. Un collectif de plaignants s'est constitué pour faire poursuivre la chanteuse pour pornographie verbale, outrage public aux bonnes mœurs et atteinte à la pudeur, des délits réprimés par les articles 318 et 324 du Code pénal. À la suite de cette plainte, Mia Guissé a été entendue à la division spéciale de la cybercriminalité de la police nationale. Cette prestation de la chanteuse Mia Guissé au Tuchel Festival à Somone n'a pas fait que des heureux. Certaines paroles tenues lors de ce concert, de même que certaines mises en scène, n'ont pas laissé indifférent le vice-président de l'ONG Jamra. Mame Matar Gueye juge ainsi choquante l'attitude de la chanteuse et décide de la traîner devant la justice pour pornographie verbale, mais surtout pour outrage public aux bonnes mœurs et attentat à la pudeur. Après donc Cheikh Ahmed Cissé, Rangou, Mbodja ou encore même Mame Ndiaye Savon, Mame Matar Gueye compte rappeler à l'ordre Mia Guissé, qui a selon lui refusé la perce qui lui a été tendue. Une plainte d'un collectif de plaignants qui s'est constitué à cet effet a été ainsi déposée pour le respect des textes juridiques. Les délits d'attentat à la pudeur et d'outrage public aux bonnes mœurs font ainsi référence aux attentats aux mœurs punis par le Code pénal sénégalais. En son article 318, il rejette tout outrage public à la pudeur et en son article 324, il punit toute personne favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse. L'autre motif évoqué par le collectif des plaignants est d'ordre social, car considérant que les attitudes de la chanteuse peuvent faire la promotion de la pornographie verbale dans la société, il en veut pour preuve les extraits en challenge sur les réseaux sociaux et particulièrement sur TikTok, un fait qui n'est pourtant pas nouveau. Danse, paroles, gestes et scènes jugées obscènes polluent depuis quelques années les réseaux sociaux, parfois au vu et au su de tout le monde. Dans tous les cas, cette affaire opposant Mia Guissé au collectif des plaignants est entre les mains de la police, délit ou pas, la justice aura à trancher après l'audition des deux parties sur le fond du dossier. Visée par une plainte pour atteinte aux bonnes mœurs, la chanteuse Mia Guissé a été entendue cet après-midi par la division spéciale de la cybersécurité. Une plainte introduite par Mame Matar Gueye de l'ONG Jamra après la diffusion de paroles jugées obscènes dans l'un de ses titres. Moussa Mané et Papa Ousseynou Ngom sont allés recueillir l'avis des Sénégalais sur cette affaire. Moi, je pense qu'elle a complètement changé. Elle a vraiment changé sa façon de s'habiller et tout. Je faisais partie de ses fans. Je l'aime bien, mais je suis contre ce qu'elle fait maintenant. On a des réalités, on a nos valeurs. Il y a des choses qui peuvent être évitées, surtout concernant la musique sénégalaise. Elle utilise parfois des termes qui peuvent être évités à mon avis. Ce n'est pas du tout normal. Utiliser sur une musique quoi. Vie privée. Chaque personne a sa vie privée. Mais il faut aussi préciser que nous sommes au Sénégal et c'est un pays de référence.
surtout pour nos enfants. Elle n'était pas comme ça. Elle ne s'habillait pas comme ça avant. À mon avis, voleur, elle s'habillait. Mais quand on regarde, on voit qu'elle s'est complètement métamorphosée. Complètement. La famille de l'artiste dénonce une tentative de museler l'expression artistique selon son frère Djibril Guissé. Son frère Djibril Guissé accuse une instrumentalisation du religieux et rappelle que les propos visés ont été chantés par un autre artiste. Il évoque une pression morale injuste sur l'artiste et défend sa liberté de création. Son oncle Yaya Marbel parle quant à lui d'un traumatisme familial causé par cette affaire. Tous affirment leur détermination à ne pas céder face à ce qu'ils considèrent comme une censure déguisée. La musique sénégalaise fait débat, propos jugés déplacés, clips controversés. Certains artistes sont aujourd'hui au cœur de la polémique. Le journaliste culturel Alioune Diop s'est exprimé sur cette dérive qui, selon lui, menace les fondements culturels du pays. La scène musicale sénégalaise est en pleine effervescence, mais aussi en pleine remise en question. Certaines paroles, certains clips ne passent plus. L'artiste Mia Guissé a récemment été convoqué pour atteinte aux bonnes mœurs. Je crois qu'on peut mener sa carrière sans heurter la croyance des gens, mettre mal à l'aise quelqu'un qui est avec sa famille en train de regarder la télé ou de suivre la radio. On peut mener sa carrière sans heurter qui que ce soit. On ne doit pas miser justement sur des propos malsains pour faire sa promotion. Alioune Diop, figure respectée dans le journalisme culturel, rappelle que la musique sénégalaise a toujours su allier expression artistique et respect des valeurs. Selon lui, depuis toujours, on chante, on danse, mais avec retenue. En tout cas, je ne confirme pas que dans le passé, il y a des gens qui ont parlé plus grave ou plus perturbant que ce qui se passe en ce moment. Moi, je dis non. Donc, il faut s'appuyer sur son talent en l'adaptant à nos réalités socio-culturelles, en l'adaptant à nos réalités sociologiques, en l'adaptant à des politiques préétablies, puisque tous les États établissent des politiques culturelles sur lesquelles les artistes peuvent s'appuyer. Face à un public de plus en plus jeune et exposé aux médias, le journaliste appelle à la responsabilité. Penser aux enfants et à l'éducation que les parents essaient de transmettre. La musique, selon lui, doit accompagner, pas détourner. On a nos enfants que nous éduquons, il est hors de question quand même qu'ils soient orientés vers des chemins qui peuvent avoir des conséquences négatives dans son existence, dans son évolution. Un message fort à destination des artistes. Pour Alioune, l'héritage culturel doit rester une boussole. Selon lui, les anciens artistes savaient où s'arrêter. Aujourd'hui, il faut retrouver cette ligne. Un appel à plus de retenue dans un secteur en pleine évolution. Mame Mactar Gueye, figure majeure de l'ONG Jamra, est connu pour ses prises de position radicales en matière de mœurs et de valeurs religieuses. Si ses soutiens saluent son combat pour la moralité, ses détracteurs l'accusent d'en faire un peu trop. L'homme, analyste programmeur de formation, a également été PCA du CICES et secrétaire général du Rassemblement démocratique sénégalais. Sa croisade contre l'homosexualité demeure l'un de ses combats les plus controversés. On se souvient de ses déclarations tonitruantes sur la mort d'Abdoulatif Gueye, fondateur de l'ONG Jamra, décès survenu en 2008. Mame Mactar Gueye soutenait à l'époque que l'accident de son cousin a été orchestré par des lobbies autour du business de la drogue. D'ailleurs, il défend toujours cette thèse du crime. Latif est décédé dans un accident qui n'est toujours pas éclairci. Il n'y a pas eu de rapport d'autopsie. Il est mort seul dans un véhicule où étaient à bord 4 personnes. Les autres n'ont même pas eu d'égratignure. Au sein de l'organisation Jamra, Mame Mactar est l'une des voix les plus audibles. Vigie des valeurs culturelles et religieuses, Mame Mactar prend à cœur sa mission. Le vice-président de l'organisation islamique s'est illustré notamment dans le combat pour la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Au nom de quoi, nous, peuple sénégalais, nous n'aurions pas le droit, nous référant à nos réalités sociales et culturelles, de structurer l'article 319 bi Haram al Ngor Jigen. Au nom de quoi?
L'homosexualité n'est pas tolérée ici. Le chargé de communication de Jamra a aussi bataillé contre l'avortement médicalisé au Sénégal, contre la franc-maçonnerie, entre autres. Mamata Gueye est toujours aux aguets, des moyens de faits et gestes qui outrepassent les bornes fixées par Jamra. Dans le monde du showbiz, le porte-étendard de Jamra a eu à en découdre avec des artistes dont Wally Seck à qui reprochait ses tenues vestimentaires. Mamatar a également eu des démêlés avec DS Major, Tange Tandian, Calista, productrice de la série Maîtresse d'un homme marié. Il a même eu à intervenir dans le monde des médias. Des programmes jugés impudiques ont été censurés grâce à Mamata Gueye. Aujourd'hui, c'est au tour de la chanteuse Mia Guissé de subir la colère du censeur. Il accuse la chanteuse de pornographie verbale. Des accros, Mamata en a subi, tels que des menaces de mort dont il dit être souvent victime. Né et grandi au quartier Thiers à Dakar Plateau, Mamata Gueye est un analyste programmeur de formation, un expert en TIC. Il a été président du conseil d'administration du Centre international pour le commerce extérieur du Sénégal, CICES, et secrétaire général du Rassemblement démocratique sénégalais, RDS. Dans un autre registre, à l'approche de l'hivernage, le gouvernement anticipe ce matin. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a lancé l'opération pré-hivernage depuis le centre d'épuration de Cambérène. L'objectif, curer les ouvrages pour prévenir les inondations. Mais sur le terrain, les populations expriment une vive inquiétude face au manque d'outils et à l'arrêt de certains travaux de canalisation. Quand l'hivernage s'annonce, c'est une peur bleue qui se manifeste au sein de bien des populations de la banlieue et ailleurs. Nous sommes vraiment inquiets à chaque approche de l'hivernage. C'est comme ça. Nous vivons des périodes très difficiles pendant l'hivernage à cause des inondations. Nous vivons le calvaire pendant l'hivernage en raison des inondations envahissent Tali Mamdiara. Nous faisons un grand tour et c'est difficile pour nous. Selon les prévisions de la météo, l'hivernage 2025 sera pluvieux. Des ouvrages existants auront-ils des réponses efficaces pour faire face? Cet appel que j'avais lancé n'était pas fortuit ni anodin. Je partais du constat qu'en matière de gestion des inondations, l'État avait consenti beaucoup d'efforts portés par des investissements financiers importants pour la réalisation d'ouvrages, malheureusement, sans toujours arriver à ses fins. Une approche dans la gestion des inondations qui était jusqu'ici guidée par une approche ou une posture ou méthode techniciste. Pour l'entretien et la protection des infrastructures, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement prêche. Les opérations que nous lançons aujourd'hui, monsieur le directeur général, s'inscrivent dans ce sillage en visant à promouvoir la mobilisation, l'organisation et l'engagement des communautés à travers des actions coordonnées de curage, de nettoyage, d'entretien d'ouvrages et de réseaux de drainage d'eau pluviale, ainsi que de pompage, de débouchage et de réalisation des traînées drainantes. Il faut rappeler, dans certaines localités, il y a l'arrêt des travaux de canalisation. C'est l'exemple à Kermassar, une des 14 en raison. L'État doit de l'argent à l'entreprise CDE. En attendant, suivons dans quelle direction Dr Cheikh Tidiane Dieye nous conduira. La Tabaski pourrait être célébrée le 7 juin prochain. La Konakok n'ayant pas pu observer le croissant lunaire ce lundi, le mois de Dhul Qada débute ce mercredi 30 avril. Selon les calculs religieux, la fête du sacrifice aura donc lieu 40 jours plus tard. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne, s'est rendu en Mauritanie pour assurer l'approvisionnement du marché sénégalais en moutons en vue de la Tabaski, accompagné du ministre des Forces armées et d'autres officiels. Il a rencontré son homologue mauritanien pour renforcer la coopération et garantir un accès équitable aux moutons. À l'issue de la mission, le ministre a réaffirmé son engagement à œuvrer pour une Tabaski 2025 réussie.
Réforme dans le mouvement Nawetan. Les autorités ont fixé un nouveau calendrier. Désormais, les compétitions sportives devront se tenir entre le 15 juillet et le 15 octobre. Une décision saluée par l'ONCAV, mais son président Amadou Kane alerte sur la nécessité de renforcer les infrastructures et appelle à une meilleure coordination. Fini les chevauchements entre les activités sportives dites Nawetan et le calendrier scolaire. Le sport populaire était prolongé jusqu'au milieu de l'année scolaire. Pour y mettre un terme, l'État a pris de nouvelles mesures. Désormais, les activités sportives devront impérativement se dérouler entre le 15 juillet et le 15 octobre de chaque année. Sur le principe, nous, on n'a aucun problème. D'abord, ça émane de nous. Deuxièmement, c'est une décision de la hiérarchie de notre tutelle. Maintenant, ce qu'il faudra, c'est de voir le contenu de cela et comment le matérialiser. Ça suppose quand même certaines dispositions. Faire de telle sorte que les compétitions n'aillent plus au-delà du 15 octobre, c'est faisable, mais il faut des infrastructures sportives suffisantes. À 12 ASC, on fait 4 poules de 3. Tous, on joue à Demodiop. Et que, au-delà de nous, il y a aussi 5-6 zones qui jouent à Demodiop. Donc si on joue mercredi et jeudi, n'est-ce pas, on doit encore attendre 5 à 6 jours. Pour faire face au manque d'infrastructures sportives, l'ONCAV demande une bonne coordination afin de pouvoir se conformer aux délais fixés par la tutelle. Il faut effectivement que les autorités administratives, n'est-ce pas, les collectivités locales, territoriales, je voulais dire, tous qu'on puisse voir ensemble comment... Développement Community ou communauté de développement d'Afrique centrale ont commencé à quitter le pays. La confirmation est du porte-parole. Cela fait suite à des négociations avec le groupe politico-militaire AFC M23 au Moyen-Orient. L'ONG Amnesty International a dénoncé ce mardi un génocide en direct commis par Israël dans la bande de Gaza. L'État hébreu a immédiatement condamné les propos qui, selon lui, sont sans fondement ces propos. En République démocratique Congo, les troupes de la Southern African Development Community, communauté de développement d'Afrique australe, ont commencé à se retirer ce 29 avril de Goban dans l'est de la RDC. Un retrait négocié avec le groupe politico-militaire AFC M23 qui contrôle la capitale de la province du Nord Kivu depuis fin janvier. L'organisation régionale ne précise pas combien d'hommes ont quitté les lieux ce mardi matin. Pas de chiffres pour des raisons de sécurité, indique un porte-parole de l'organisation. Cette organisation régionale confirme jusqu'ici qu'il s'agit du premier contingent de la SAMIR-DC à quitter Goma en dehors d'environ 200 soldats blessés qui avaient déjà été évacués fin février. Ces troupes sont parties tôt ce matin par la route de l'ouverture de la frontière avec le Rwanda, précise le porte-parole, et qui ajoute que le retrait définitif de cette force militaire devrait s'achever d'ici fin juin. Le ministère israélien des Affaires étrangères a rejeté, je le cite, les mensonges sans fondement d'Amnesty International qui, selon lui, accusait le même jour Israël de perpétrer, je le cite, un génocide en direct dans le cadre de la guerre de la bande de Gaza. L'organisation, qui a une fois de plus choisi de publier les mensonges, a réagi. Le ministère